D'accord? Donc voilà la triade du syndrome parkinsonien. Tremblement de repos, akinésie, hypertonie, plastique. Voilà. Donc la maladie de Parkinson, donc parmi tous les syndromes parkinsoniens, la maladie de Parkinson, c'est la plus fréquente. C'est la plus fréquente des syndromes parkinsoniens. Sa prévalence, alors vous voyez quand même que c'est une maladie qui est assez fréquente, qui devient de plus en plus fréquente avec l'accroissement des facteurs environnementaux, le changement de vie, etc., de mode de vie, qui fait que cette maladie, sa fréquence a évolué, a augmenté. Donc on a 150 quand même pour 100 000 habitants. Et cette fréquence, elle va s'élever bien sûr avec l'âge. D'accord? À partir de 65 ans, cette fréquence, elle va encore s'accroître. Alors, elle débute généralement vers la soixantaine, à partir de 60 ans, commence donc cette maladie, mais il existe des formes tardives, plus tardives, par exemple à 80 ans, etc. Et il existe aussi des formes juvéniles. On a vu même des Parkinsoniens commencer leur maladie à partir de 20 ans. De 17 ans, on a une jeune fille qui a commencé à partir de 17 ans. Donc, il existe, c'est rare, c'est exceptionnel, mais ça existe, des formes juvéniles. D'accord? Alors, de point de vue physiopathologique, qu'est-ce qui se passe au niveau de la maladie de Parkinson? C'est une maladie qui est dégénérative. C'est comme la démence. Maladie donc dégénérative, c'est des cellules qui contiennent la dopamine qui commencent à dégénérer les unes après les autres, et donc la maladie donc elle va s'aggraver. Donc dégénérative, c'est une perte de neurones dopaminergiques qui utilisent comme neuromédiateur la dopamine. D'accord? Donc, alors, quels sont ces neurones-là? Ces neurones-là appartiennent au striatum et surtout au locus niger, la substance noire, le locus niger. Entre le striatum et le locus niger, il y a des fibres, si vous voulez. Il y a une voie, ce qu'on appelle la voie striato-nigrique. Cette voie-là, c'est-à-dire c'est des fibres, si vous voulez, c'est des neurones qui relient les deux systèmes, le locus niger et le striatum, et ces voies-là utilisent la dopamine comme neuromédiateur. Donc, ces neurones-là commencent à dégénérer. On ne sait pas pourquoi, tout d'un coup, ces neurones commencent à dégénérer les uns après les autres, et donc diminution de la dopamine, et donc apparition des signes de la maladie. D'accord? Alors, aussi, il existe aussi le corps de Lévy, c'est-à-dire que la maladie de Parkinson, c'est une maladie qu'on ne peut pas mettre en évidence avec des examens complémentaires. C'est une maladie, si vous voulez, d'exclusion. Après avoir éliminé déjà c'est une maladie qu'on trouve cliniquement. Si vous avez le tremblement de repos, l'hypertonie plastique, etc., vous êtes sûr que vous êtes devant un syndrome parkinsonien. D'accord? Rien ne permet de montrer la maladie de Parkinson sur IRM ou sur quoi que ce soit. La seule preuve de la maladie, c'est après la mort, en post-mortem. C'est après avoir fait une biopsie après le décès. Et là, on va voir ces fameux corps de Lévy. Ce sont des corps intracytoplasmiques, qui normalement on ne les voit pas chez un sujet normal, que vous allez voir qu'on va voir au microscope si vous voulez, et ils sont pathognomoniques de la maladie, les corps de Lévy. D'accord? Alors, la cause de la maladie de Parkinson, on ne connaît pas, mais on pense toujours à deux facteurs, toujours ces facteurs-là qu'on retrouve dans beaucoup de maladies auto-immunes ou bien dégénératives. C'est la génétique et c'est les facteurs environnementaux. D'accord? Les facteurs d'environnement, par exemple l'exposition aux pesticides, aux insecticides, etc. Surtout ce fameux MPTP, qui est un produit qui... C'est-à-dire c'est un peu comme de la drogue. C'était un produit utilisé avant, je ne sais pas, c'est sûr que vous ne connaissez pas ce mouvement-là. C'était un mouvement dans les années 60 qu'on appelait les hippies. Les hippies, c'était des jeunes qui se laissaient pousser les cheveux très longs, qui étaient très libres, ils étaient tout le temps dehors et ils utilisaient beaucoup une drogue qu'on appelle le MPTP.
ceux-là ont tous terminé avec la maladie de Parkinson, avec un syndrome parkinsonien. C'est une sorte de drogue, d'accord, le 1-PTP. En tout cas, on a remarqué que ce produit-là, certains insecticides, certains pesticides, quand ils sont utilisés à forte dose, si vous voulez, donnent un syndrome Parkinson, donnent la maladie de Parkinson. Mais ce n'est que des suppositions, hein, les facteurs environnementaux, tout ça, ce n'est pas la cause directe. On ne connaît pas en fait la cause directe des maladies dégénératives. Vous avez aussi, on a remarqué aussi qu'il y avait bon, on a remarqué aussi que sur le chromosome 6, il y avait une mutation pour un gène qui code pour une molécule qu'on appelle la parkine. D'accord? Donc voilà, des facteurs, des suppositions, facteurs génétiques, facteurs environnementaux. Mais jusqu'à présent, on ne connaît pas la cause exacte des maladies dégénératives, surtout cette maladie, la maladie Parkinson. Alors regardez ici, ça c'est une coupe au niveau du tronc cérébral. Ça fait longtemps que je parle de Non, je voudrais vous montrer. Voilà. Alors, regardez là une coupe au niveau du pédoncule cérébral. Vous voyez ici en noir, voilà la substance grise, le locus niger. Vous voyez ici le striatum, d'accord? Alors, on va ici, regardez, au niveau du tronc cérébral, le locus niger. Ici, le striatum, le noyau codé. Et ces deux structures utilisent, regardez, cette voie, ces fibres-là qui vont de l'un à l'autre. C'est la voie nigrostriée et qui utilise donc la dopamine comme neuromédiateur. C'est cette voie-là, ces neurones-là, quand ils commencent à dégénérer, donc ça va donner, regardez ici, regardez une coupe chez le parkinsonien, une coupe chez le sujet normal, regardez ici la substance grise, noire, locus niger, et regardez ici le locus niger dans les cellules dopaminergiques ont dégénéré. On disparaît. Hein, regardez, par rapport à là. D'accord? Ici, c'est une coupe où on voit, donc c'est une biopsie, où on voit la présence de ça. C'est le corps de Levy. Quand vous voyez ça, c'est une inclusion gasophile, intracytoplasmique. Quand vous la trouvez, normalement, elle n'existe pas chez le sujet normal. Quand vous la trouvez, ça veut dire que c'est un processus dégénératif. On trouve ça dans la maladie de Parkinson. On peut trouver ça aussi, on trouve ça aussi dans les démences à corps de Levy. Vous vous rappelez? Démences à corps de Levy. En tout cas, dans les maladies donc, dégénératives. Voilà donc le corps de Levy. Alors, cliniquement, vous avez le tremblement. Le tremblement, c'est un tremblement de repos. Alors, au début, c'est un tremblement de repos. Mais avec l'évolution de la maladie, il peut même devenir d'action et d'attitude. Il va se généraliser. Au début, on ne le trouve qu'au repos. Mais après, on peut le retrouver dans les maintiens d'attitude ou bien dans les actions. Au début, le malade, il peut par exemple manger, boire, etc., sans se verser la nourriture, les liquides, etc. Mais à la longue, dans les stades tardifs, ça va retentir sur l'action, sur les actions. D'accord? Donc, au début, c'est un tremblement de repos, touchant surtout les extrémités. La mâchoire, vous allez trouver généralement le parkinsonien qui tremble avec la mâchoire inférieure. D'accord? Au début aussi, ça respecte la tête, le chef, la tête, d'accord? Mais à la longue, avec l'évolution, même la tête va commencer à trembler, d'accord? Donc, touchant les extrémités, la mâchoire épargne le chef. Alors, au niveau des mains, le malade, au repos, il fait un tremblement qui est lent. Lent. Ce n'est pas un tremblement rapide, c'est un tremblement lent, d'accord? Et on a l'impression qu'il fait ça. Quand il tremble, il fait ça. On dirait qu'il est en train de compter des sous, de compter de la monnaie, ou bien qu'il est en train d'émietter du pain. D'accord? Donc il fait ça, le parkinsonien. Alors il est lent, 4 cycles à 6 cycles secondes, donc ça fait
ça fait très long, et puis il fait ça. D'accord? Alors, au début, il est unilatéral, hein, mais avec le temps, bien sûr, il va devenir bilatéral. C'est une maladie qui évolue jusqu'au décès, si vous voulez, par problème d'équilibre toujours. D'accord? Donc, unilatéral, au début, asymétrique. Alors, il est augmenté, ce tremblement, il est augmenté par les efforts de concentration, tels que le calcul mental. C'est-à-dire, si vous lui donnez un calcul mental à faire, s'il fait un petit tremblement, vous suspectez un tremblement, demandez-lui quelque chose, de vous raconter une histoire, de faire un calcul mental, vous allez voir que le tremblement s'accélère. D'accord? Et bien sûr, il disparaît au sommet. Donc voilà le tremblement parkinsonien. L'hypertonie, elle est extrapyramidale, plastique, vous vous rappelez, c'est-à-dire que quand on dit qu'elle est en tuyau de plomb, vous prenez un tuyau en plomb, hein, vous allez le tordre, vous allez rencontrer une résistance. Mais si vous le lâchez, il ne va pas reprendre sa position initiale. C'est du plomb, ça y est, vous l'avez tordu, c'est bon. D'accord? C'est ça l'hypertonie plastique. C'est-à-dire, vous allez trouver une résistance quand vous bougez le membre du malade, vous lâchez, il garde sa position finale. Plastique. D'accord? Donc, hypertonie plastique, elle peut céder par à-coup. Parfois, elle cède par à-coup. Qu'est-ce que ça veut dire céder par à-coup? Ce qu'on appelle la roue dentée, le phénomène de la roue dentée. On ne le trouve pas tout le temps, mais on peut le trouver chez le parkinsonien. C'est-à-dire, vous prenez la main du malade comme ça, vous bougez comme ça pour rechercher l'hypertonie, vous allez trouver une hypertonie L7, hypertonie L7, hypertonie IL7. On dirait une roue, mais avec des dents. Donc vous allez la faire marcher cette roue, vous la marchez et elle s'arrête. Vous la faites marcher et elle s'arrête. On dirait phénomène de la roue dentée. Donc il y a l'hypertonie, mais elle cède. L'hypertonie cède par à-coup. Tac, elle cède, tac, elle cède, tac, elle cède. C'est le phénomène de la roue dentée qu'on peut voir chez le Parkinson. Donc, phénomène de la roue dentée, elle est augmentée par la manœuvre de Froment, l'hypertonie. Qu'est-ce que ça veut dire cette manœuvre de Froment? C'est-à-dire, au début de la maladie, vous allez suspecter une hypertonie qui n'est pas très importante. On va l'accélérer. Comment on va l'accélérer? Dites au malade de faire n'importe quoi avec l'autre main. Une action, écrire, faire cette épreuve-là, n'importe quoi avec l'autre main. Il va porter son attention sur votre main et alors là, vous allez voir, vous allez apprécier l'hypertonie. D'accord? La manœuvre de Froment. Et bien sûr, l'hypertonie, elle va s'exagérer à la fatigue, au froid, vraiment ça s'exagère, et au repos, comme le tremblement, elle disparaît. D'accord? Donc l'hypertonie extra-pyramidale. La kinésie, comme je vous ai dit, c'est une réduction du mouvement, c'est une rareté du mouvement, réduction du mouvement. Ça va se voir au niveau du visage, si vous voulez, par une mimique pauvre. C'est-à-dire, ni il sourit, ni il est triste, ni vous ne savez pas comment est ce malade. Heureux ou triste, il n'a aucune mimique. Il est figé comme ça, il n'a aucune mimique. Alors, il a aussi des rides effacées, tellement il n'a pas de mimique. Les rides sont effacées, sans qu'il y ait, par exemple, facial, hein, les rides sont effacées parce qu'il n'y a pas de mimique. Le visage visé, les clignements, diminution du clignement palpébral. Il ne cligne pas facilement les yeux. Clignement palpébral aussi diminué. Vous avez une diminution du balancement des bras à la marche. C'est-à-dire que quand on marche, il y a un petit balancement comme ça des bras. Le parkinsonien n'a pas de balancement de bras. Il est figé comme ça. Quand il marche, il est figé. C'est à cause de quoi? Il y a un double problème. De la rareté du mouvement, la kinésie, mais aussi de l'hypertonie. Il est hypertonique, donc il y a une diminution du mouvement. D'accord? Donc, voilà pour ce qui est de la kinésie. Alors, tout ça, toute cette akinésie, rareté du mouvement, ça va donner chez le malade, quand il est en station de repos, la tête, elle est inclinée. Alors, la tête et le tronc sont inclinés comme ça en avant, cause de la rigidité. Les bras
Alors la tête comme ça, inclinée avec le tronc, les bras sont demi-fléchis à cause de l'hypertonie, sont demi-fléchis et comme ça écartés. Les genoux aussi sont demi-fléchis comme ça. Et la rareté toujours du mouvement, il marche à petits pas. Le parkinsonien marche à petits pas. Regardez comment il est. Voilà, notre Parkinson. Il est demi-fléchi comme ça, avec la tête de tronc, les membres demi-fléchis comme ça, les genoux. Et il marche comme ça, à petits pas. C'est comme ça que vous allez reconnaître Parkinsonien dehors. Quand vous serez dehors, regardez bien, vous allez voir, les gens qui marchent comme ça, c'est des Parkinsoniens. D'accord? La kinésie, elle est soude. On dirait quelqu'un de soudé. Soudé. C'est le terme. En plus de ça, on a le Parkinsonien, il fait aussi des troubles neurovégétatifs. Et il a toujours un écoulement de la salive, une hypersialorée avec écoulement comme ça de la salive. Il fait une constipation, il fait une hypotension orthostatique, froideur des extrémités. Il y a toujours des signes neurovégétatifs qui accompagnent la maladie et aussi des troubles psychiatriques, surtout la dépression. Alors vous imaginez bien que quelqu'un qui était libre de mouvement, qui était bien comme ça, et tout d'un coup il devient figé, tremblant, etc. Vous imaginez bien qu'il va faire une dépression nerveuse. Donc dans 50% des cas, ils font des états dépressifs. Quels sont les examens complémentaires? Aucun examen complémentaire. Si vous faites des examens complémentaires, c'est pour éliminer les autres syndromes parkinsoniens. D'accord? Les autres syndromes parkinsoniens. Alors, la maladie de Parkinson, c'est un syndrome parkinsonien. Il en existe d'autres. Par exemple, une tumeur au niveau de la voie nigrostriée, un AVC au niveau du système extrapyramidal, un AVC, une tumeur, une encéphalite, une infection au niveau du système extrapyramidal, n'importe quoi. Vous avez aussi les maladies métaboliques. Surtout, il y a une maladie métabolique qu'il faut toujours éliminer en cas de syndrome parkinsonien. Avant de dire, même si vous êtes sûr que c'est une maladie de Parkinson, surtout chez le sujet jeune, il faut éliminer un syndrome parkinsonien métabolique qu'on appelle la maladie de Wilson, parce que c'est métabolique, c'est curable. C'est-à-dire au moins on peut, c'est pas dégénératif. D'accord? Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait? On fait un scanner, IRM, tout ça, pour éliminer les autres diagnostics. Une tumeur, un AVC, une encéphalite, d'accord? Pour éliminer ça, bon, c'est les autres syndromes parkinsoniens. Bilan biologique, on élimine aussi la maladie de Wilson. La maladie de Wilson, qui est un syndrome parkinsonien métabolique dû à une accumulation du cuivre, le cuivre, au niveau du système extrapyramidal. Il y a le cuivre qui va s'accumuler au niveau du foie, au niveau des yeux, aussi au niveau du système extrapyramidal, et ça risque de donner un syndrome parkinsonien, ce qu'on appelle la maladie de Parkinson. Donc on va doser le cuivre dans le sang et on va doser la protéine qui transporte le cuivre, qui est la céruloplasmine. D'accord? La céruloplasmine et le cuivre. On va les trouver diminués. Pourquoi? Parce que le cuivre, il va s'accumuler au niveau des organes et donc on ne le trouve pas au niveau du sang. On va le trouver en quantité diminuée. Et la protéine qui le transporte, la céruloplasmine. D'accord? Donc on peut faire, si vous voulez, à l'examen, un test pharmacologique pour voir si c'est vraiment, c'est vraiment un syndrome parkinsonien, type maladie de Parkinson. C'est-à-dire, on peut tenter le Trivastal, qui est un produit chez le malade, on vous ramène un malade comme ça, en consultation, vous lui injectez du Trivastal et le tremblement disparaît. Le tremblement et la kinésie vont disparaître. Là, vous confirmez que c'est un syndrome parkinsonien. D'accord? Alors, voilà pour ce qui est des examens complémentaires. Les formes cliniques. Alors, il y a les formes selon la symptomatologie. Je vous ai dit que la triade, c'est tremblement, kinésie.
rigidité. Mais vous pouvez ne pas les trouver les trois chez le même malade. Vous pouvez trouver uniquement le tremblement. On parle de forme trémulante ou tremblante. Uniquement le tremblement. Vous n'allez pas trouver la kinésie, le malade il est bien, vous n'allez pas trouver la rigidité. Vous allez trouver un tremblement de repos uniquement et qui répond au traitement. Donc, c'est une maladie de Parkinson forme trémulante. Vous pouvez ne pas trouver de tremblement. Vous allez trouver uniquement l'hypertonie et la rigidité et la kinésie. C'est les formes akinétorigides. C'est les plus graves. On préfère avoir la forme trémulante que ces formes akinétorigides. Les formes akinétorigides, elles évoluent très très vite par rapport aux formes tremblantes. Les formes tremblantes où il n'y a pas d'akinésie et de rigidité évoluent moins vite. D'accord? En plus, vous avez des formes selon l'âge. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut avoir des formes précoces avant 40 ans. Vous pouvez avoir des formes très tardives. D'accord? La moyenne, c'est vers la soixantaine. Alors, le diagnostic différentiel. On va faire le diagnostic différentiel avec les autres syndromes parkinsoniens. Déjà, avec les syndromes parkinsoniens dégénératifs. Il n'y a pas que la maladie de Parkinson qui est un syndrome parkinsonien dégénératif. Il y en a d'autres. Alors, je vous les cite, ce n'est pas la peine que je vous les détaille. Parce qu'elles sont très rares. C'est des maladies très rares. Mais il faut savoir qu'il existe d'autres syndromes parkinsoniens dégénératifs, autres que la maladie de Parkinson, qui est une maladie dégénérative. Est-ce que vous avez compris? Voilà. Donc, vous avez les atrophies multisystématisées, la paralysie supranucléaire progressive, la dégénérescence corticobasale, la démence accordée Lévy. Ces maladies-là, quelle est la différence avec comment on va les reconnaître par rapport à la maladie de Parkinson? D'abord, il y a plus de signes. Si vous prenez chaque maladie, vous allez trouver, par exemple, pour la première, vous allez trouver la triade. En plus, vous allez trouver, par exemple, un syndrome pyramidal, un syndrome cérébelleux, des troubles de l'oculomotricité. D'accord? Donc, vous avez d'autres signes. Et donc, c'est des maladies qui ne répondent pas au traitement. D'accord? La maladie de Parkinson, il y a uniquement la triade, qui est due à quoi? Qui est due au manque de dopamine. On donne la dopamine, ça donne de bons résultats. Mais les autres maladies, vous avez la triade, mais en plus vous avez un syndrome Parkinson, un syndrome cérébelleux. La dopamine ne marche pas sur le... C'est-à-dire, ce n'est pas le neuromédiateur du cerveau. D'accord? Ce n'est pas le neuromédiateur du faisceau pyramidal. Donc il n'y a pas de bons résultats avec la dopamine. Donc, la différence entre ces syndromes parkinsoniens dégénératifs et la maladie de Parkinson, c'est que dans ces maladies-là, il y a plus de signes cliniques, atteinte des autres structures et moins de réponse à la dopamine. OK? Deuxième diagnostic différentiel qu'il faut écarter, la maladie de Wilson, qui est un syndrome parkinsonien, n'est pas dégénératif. Là, il est métabolique. Donc, c'est quoi le syndrome, le mal de Wilson? Alors, c'est une maladie quand même qui est congénitale, qui est héréditaire, autosomique, récessive, etc. Et elle est responsable de quoi? D'une accumulation du cuivre au niveau de certains organes. Entre autres, donc, le système extrapyramidal, surtout, et le foie. Alors, les signes cliniques, ils apparaissent dans l'enfance, dans l'adolescence, généralement avant 40 ans. C'est pour ça que c'est un syndrome parkinsonien du sujet jeune. Donc, chez un sujet jeune, il faut écarter la maladie de Wilson. D'accord? Alors, les manifestations neurologiques, ici, on a un tableau psychiatrique. On peut avoir un tableau psychiatrique chez le Wilson. On peut avoir un tableau psychiatrique avec troubles du comportement, échec scolaire, bouffées délirantes, etc. On a un tableau neurologique. Alors, le syndrome parkinsonien type Wilson, il est akinétorigide. Vous n'allez pas trouver de tremblement. D'accord? C'est la forme akinétorigide, c'est-à-dire l'hypertonie et la kinésie.
D'accord? C'est ça les signes qui priment. Vous allez trouver aussi, on peut trouver le syndrome cérébelleux, des troubles, c'est-à-dire des mouvements anormaux, type dystonie. C'est quoi la dystonie? C'est un mouvement anormal qu'on voit en cas d'atteinte extrapyramidale aussi. C'est quoi ça? C'est un malade qui va avoir des mouvements comme ça. Il ne peut pas, par exemple, comme ça, ou bien comme ça. C'est-à-dire, c'est une hypertonie des mouvements, du cou, etc. Involontaire. Il ne peut pas s'empêcher de faire ces mouvements-là. Ce qu'on appelle des mouvements involontaires, anormaux, mouvements anormaux involontaires. D'accord? Donc on peut trouver aussi une dystonie chez ces malades. Donc, syndrome actinétorigide, dystonie, cérébelleux. On peut trouver chez le même malade uniquement une chose, un syndrome actinétorigide, comme on peut trouver la totalité, troubles psychiatriques, syndrome cérébelleux, syndrome actinétorigide, etc. Chez le Wilson. Ça ne veut pas dire que si vous trouvez un seul signe, ce n'est pas un Wilson. D'accord? On peut trouver toute la symptomatologie, comme on peut trouver un ou deux signes. D'accord? Alors, on vous dit toujours que tout mouvement anormal, involontaire ou syndrome parkinsonien chez un patient de moins de 40 ans, il faut éliminer une maladie de Wilson. Même si vous êtes sûr que c'est un Parkinson, demandez le bilan biologique, céruloplasmine et la cuprine. Alors, le diagnostic toujours du Wilson, donc, alors c'est la présence d'anomalies hépatiques cliniques ou paracliniques. Alors, vous allez trouver par exemple une hépatomégalie. Et sur le bilan, parce que les signes les plus importants dans le Wilson, c'est neurologique, le syndrome parkinsonien, mais aussi il y a une accumulation de cuivre très importante au niveau du foie. Donc on va trouver par exemple une hépatomégalie à l'examen. À l'examen biologique, vous allez trouver des bilans biologiques, TGO, TGP, bilirubine, etc., très élevés. D'accord? Donc cherchez des anomalies hépatiques cliniques et paracliniques. Cherchez aussi, alors, dans la maladie de Wilson, le cuivre s'accumule aussi au niveau de la cornée de l'œil. La cornée de l'œil. Et vous allez voir, quand on voit la lampe à fente, on va voir un anneau autour de la cornée, vert, dû à l'accumulation du cuivre. C'est ce qu'on appelle l'anneau de Kayser-Fleischer. D'accord? Je vais vous le montrer tout à l'heure. Chez le Wilson aussi, si vous faites l'IRM, on peut trouver des hypersignaux, c'est-à-dire des taches blanches comme ça, au niveau du système extrapyramidal, des noyaux gris de la base. Le bilan dans le Wilson, bilan biologique, il faut demander le dosage du cuivre et de la protéine qui transporte le cuivre, c'est-à-dire la céruloplasmine. D'accord? Si on trouve rien, qu'on est sûr que c'est un Wilson, on peut même faire une biopsie hépatique. Le traitement de la maladie de Wilson, eh bien, on va donner un chélateur du cuivre, qui est la pénicillamine. Et donc, on va prendre le cuivre qui va permettre donc son excrétion pour éviter son accumulation au niveau des organes. Et le problème est réglé. D'accord? Voilà, regardez. L'anneau, tout ça, c'est l'anneau d'un vert brun comme ça, tout autour de la cornée, qui est pathognomonique donc de la maladie de Wilson. D'accord? Alors, on a éliminé les syndromes parkinsoniens dégénératifs, autres que la maladie de Parkinson, syndrome parkinsonien métabolique, maladie de Wilson, et on va éliminer maintenant les syndromes parkinsoniens toxiques et médicamenteux. Il y a certains médicaments qui peuvent, pris de façon chronique, qui peuvent vous donner un syndrome parkinsonien. Et des fois, il faut arrêter le produit pour que tout rentre dans l'ordre. D'accord? Alors, comme les neuroleptiques. Les gens qui sont en train de prendre des neuroleptiques maintenant, par exemple le Lexomil, le sulpiride, le Pranx, etc., c'est-à-dire de façon continue et tout le temps, dans quelques années, ils vont faire un Parkinson. Ils vont faire même un Parkinson des fois juvénile.
D'accord? Donc là, alors il y a aussi certains antinauséeux. Le Primperan, d'ailleurs, il a été enlevé de la nomenclature. C'est un médicament qui a été enlevé de la nomenclature. Le Primperan, qui est un anti-émétique, un anti-nauséeux. D'accord? Le Primperan, parce qu'on a vu qu'il donnait beaucoup de syndrome parkinsonien. Vous avez aussi le Théranène. On en a pris du Théranène quand on était petit, parce que le Théranène, il donne de l'appétit et il fait endormir. On donnait ça chez les enfants, avant, chez les enfants, parce que c'est pas un tranquillisant fort, c'est un tranquillisant faible, comme maintenant le Péréactine. D'accord? On donnait chez les enfants le Théranène, et on a remarqué que, surtout pour l'appétit, ça leur donnait de l'appétit. Et donc, on a remarqué, maintenant, ça a été enlevé dans la nomenclature. L'agréal, on donne ça chez la femme ménopausée pour éviter les bouffées de chaleur. Donc, avant, maintenant aussi, il a été enlevé dans la nomenclature. Ça donnait aussi des syndromes parkinsoniens, sans parler de certains inhibiteurs calciques, certains antidépresseurs sérotoninergiques, etc. Donc, il y a certains médicaments, surtout les neuroleptiques, qui peuvent donner un syndrome parkinsonien. Il y a aussi certains produits, l'intoxication à l'oxyde de carbone, l'intoxication au manganèse, au plomb, le saturnisme. Tout ça, ça peut donner aussi un syndrome parkinsonien. C'est un syndrome parkinsonien toxique. Vous avez le syndrome parkinsonien post-traumatique. Post-traumatique. Vous connaissez quelqu'un qui a fait un syndrome post-traumatique? Mohamed Ali, le boxeur Cassius Clay. Mohamed Ali. À force de recevoir des coups sur la tête, des microtraumatismes, eh ben, il a développé un syndrome parkinsonien. C'est ce qu'on appelle le parkinsonisme des boxeurs. Le parkinsonisme des boxeurs. Vous avez aussi le syndrome parkinsonien infectieux. Certains encéphalites, des microbes qui vont toucher le système extrapyramidal et vont déclencher un syndrome extrapyramidal. Les causes tumorales, une tumeur au niveau du système extrapyramidal, un AVC au niveau, tout ça, ça va donner aussi. Et donc, il faut tout éliminer avant de garder le diagnostic de maladie de Parkinson. D'accord? Le traitement. Alors, le traitement, on utilise la L-Dopa, la dopamine. Alors, si on utilisait la dopamine tout court, la dopamine, elle va aller dans tout l'organisme, si vous prenez en comprimé, et donc elle va esquinter les autres organes, surtout le cœur. Elle va donner, si vous voulez doper le cœur, tachycardie, le malade risque de faire un arrêt cardiaque. Donc on va donner la dopamine qui va être associée à une enzyme, la dopa-décarboxylase, et c'est ce produit-là qui va au niveau cérébral, c'est le seul produit qui va traverser la barrière hémato-encéphalique et il va être transformé en dopamine. Il faut donner de la dopamine avec la dopa-décarboxylase pour éviter que le produit ne fasse des problèmes au niveau des autres organes. Donc c'est le seul produit qui peut traverser la barrière hémato-encéphalique et se transformer en dopamine, donc c'est la dopamine qui va agir et donc arrêter les signes cliniques. D'accord? Donc la L-Dopa. La L-Dopa, de point de vue commercial, si vous voulez, on a deux produits, l'Omodopar et le Sinénate. Alors ce sont des produits qui, dès que le malade les prend, sale. Le tremblement il disparaît au bout de quelques minutes. Le tremblement disparaît, la kinésie devient souple, etc. Elle devient très bien. D'accord? Dès qu'il prend, c'est comprimé. Puisque c'est de la dopamine. D'accord? Bon. On peut utiliser, donc la L-Dopa, on peut utiliser les agonistes dopaminergiques. Ce n'est pas de la dopamine, mais c'est des produits qui agissent comme la dopamine. Mais ça n'agit pas à 100% comme la dopamine. D'accord? Donc, mettez-la en tête déjà. Donc,
Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Et c'est que cette souris, elle est très sensible. Alors. D'accord. Les agonistes dopaminergiques. Alors, il en existe beaucoup. Vous avez ce qu'on appelle les agonistes ergotés, les agonistes non ergotés. Alors, le parlodène, l'aubergine, etc. Enfin, tous ces produits-là. Sachez qu'il existe la dopamine, les agonistes dopaminergiques. Voilà. Bon, ces produits-là agissent et sur le tremblement, et l'hypertonie, et la kinésie. D'accord? La kinésie. D'accord? Les autres médicaments antiparkinsoniens, vous avez les anticholinergiques. Les anticholinergiques, ils agissent uniquement sur le tremblement. D'accord? Donc, on les utilise dans quelle forme? La forme tremblante. C'est-à-dire, vous recevez un malade qui fait la forme tremblante. Pourquoi lui donner de la dopamine? On lui donne un anticholinergique et ça marche. Ça agit sur le tremblement. D'accord? Si ça ne marche pas, donnez de la dopamine. Mais généralement, quand vous donnez un agoniste dopaminergique, ça donne de bons résultats. Genre Artane, Parkinan, etc. Bon, il y a un autre produit, un antiparkinsonien qu'on appelle le Montadix. On l'a pas en Algérie. Bon. Il agit aussi sur le tremblement. Vous avez aussi des IMAO, des inhibiteurs de la CAMP, le Staliboxa. Enfin, ce sont des produits aussi qu'on utilise dans la maladie de Parkinson. Mais maintenant, comment choisir les produits? Quel produit choisir? Alors, je vais vous dire une chose. La maladie de Parkinson, c'est une dégénérescence des neurones qui vont dégénérer les unes après les autres. Et donc, les signes, ils vont s'accroître. D'accord? Donc, au début, la dopamine, elle va agir très bien. Donc, c'est ce qu'on appelle, alors, vous avez la phase de diagnostic, ensuite, vous avez la phase qu'on appelle de lune de miel. La lune de miel, c'est-à-dire, le malade, il est très bien avec son médicament. Il est en lune de miel avec son médicament. Il prend son médicament. Tout de suite, il n'y a pas de tremblement, il est bien, il est souple, etc. Mais à la longue, c'est une maladie dégénérative, chronique, qu'on ne peut pas stopper. La dopamine, ce n'est pas un traitement curatif, c'est un traitement symptomatique. D'accord? Donc, avec le temps, les cellules continuent à dégénérer. Et donc, la dopamine, que vous allez donner, elle ne va plus marcher. Ça ne va plus marcher. D'accord? Et donc, le malade, il va s'arrêter, jusqu'à garder le lit, complication de bipévitus, décès. Ok? Donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire? Si c'est un sujet, on va commencer plutôt par les agonistes dopaminergiques. Pourquoi? On va laisser la marge pour la dopamine plus tard. D'accord? On commence par les agonistes dopaminergiques. Même s'ils ne donnent pas une action comme la dopamine. Mais il faut commencer par ça. Pourquoi? Pour avoir un autre produit plus tard, qui est la dopamine. Si vous commencez avec la dopamine, après les agonistes dopaminergiques ne vont pas agir, pas du tout. Donc vous avez épuisé, si vous voulez, votre atout, qui est la dopamine, et à partir d'un certain jour, vous ne savez plus quoi donner. Donc, commencez par un agoniste dopaminergique jusqu'à ce que ça ne marche pas du tout. Parce qu'il arrivera un jour avec la dégénérescence où les agonistes ne vont pas marcher du tout. À ce moment-là, vous allez trouver un autre produit, la dopamine, la L-dopa. D'accord? Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait? Si c'est un sujet très âgé, qui ne travaille pas, qui ne sort pas beaucoup, d'accord? Vous utilisez les agonistes dopaminergiques, ça ne va pas agir. Donc, on utilise directement la L-dopa. Mais un sujet jeune, 60 ans, ça fait jeune quand même, d'accord? Soit 55, 60, etc. On ne va pas directement lui donner la L-dopa. Après, arriver à, par exemple, 70 ans, on ne sait plus quoi lui donner. Quand même, 70 ans, c'est quelqu'un quand même qui n'est pas vieux, d'accord? Donc, on commence par les agonistes dopaminergiques. Quand ça ne marche pas, à ce moment-là, on donne la L-dopa.
Est-ce que vous avez compris? Oui. Donc, sujet âgé, commencez directement par le DOPA, il n'y a pas de souci. Sujet jeune, attention, c'est quelqu'un qui a encore le temps pour vivre. Donc, commencez par les agonistes, ensuite, vous donnez la dopamine. Est-ce que vous avez compris le principe? Voilà. Vous allez trouver qu'il y a des malades chez qui on commence directement par le mot DOPA, des malades chez qui on va commencer par l'Odel ou bien Canton, etc. Enfin, les médicaments que je vous ai cités après, vous allez vous dire pourquoi. C'est à cause de ça seulement. D'accord? Pour donner plus de chance aux malades de rester plus ou moins autonome. Ok? Alors, il y a aussi le traitement chirurgical. Bon, le traitement chirurgical, il est utilisé chez le sujet jeune. En fait, c'est un peu le principe de la pile, le pacemaker cardiaque. C'est la même chose. Donc, on va mettre un stimulateur électrique pour stimuler les cellules dopaminergiques et donc produire de la dopamine et donc éviter, si vous voulez, les médicaments. D'accord? C'est un stimulateur, c'est un peu, si vous voulez, comme le pacemaker cardiaque. C'est ce qu'on appelle la chirurgie stéréotaxique. La chirurgie stéréotaxique. Bon, elle n'est pas très utilisée chez nous. Ça a été essayé dans un service de neurochirurgie à Alger, service de neurochirurgie d'Al-Kharaj, mais bon, ils ont tout de suite arrêté. Ça coûte très cher. C'est des implants qui coûtent excessivement cher. Donc ça a été arrêté. Alors les autres mesures, bien sûr, n'oubliez pas que c'est quelqu'un qui est hypertonique, déprimé, etc. Donc psychothérapie, massage, relaxation, etc. Tout ce qui s'ensuit. Aménagement du domicile. Hein, très important l'aménagement du domicile. N'allez pas mettre dans le salon plein de fauteuils, plein de chaises, etc. alors que le malade, il marche difficilement. Il faut lui aménager, il faut lui donner de l'espace pour qu'il marche, pour qu'il puisse faire certains mouvements. D'accord? L'aménagement du domicile, très important chez le parkinsonien. Et je vous remercie.